Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Décodons l'écho, un numéro consacré à l'autonomie alimentaire du pays avec ce chiffre. Pour commencer, 49%, c'est notre taux d'autosuffisance en ce qui concerne les produits agricoles bruts, les fruits, les légumes, mais aussi la viande. Autrement dit, plus de la moitié des produits agricoles que nous achetons sont importés. L'épidémie de Covid-19 nous a pourtant montré l'importance stratégique de l'autonomie alimentaire en cas de nouvelle crise mondiale. L'Inde, par exemple, a stoppé pendant un mois ses exportations de riz pour pouvoir nourrir sa population appauvrie pendant le Covid, conséquence une hausse des prix sur le marché mondial. Alors comment faire pour améliorer notre autonomie ici sur le Caillou? On va décoder cela ensemble et avec l'aide de Laïsa Roy. Bonsoir. Bonsoir Blandine. Alors Laïsa, tu es enseignante-chercheur en sciences économiques sur le campus de Bako à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. L'UNC est notre partenaire pour cette émission depuis le début de l'année. On va voir ensemble des clés qui pourraient nous permettre d'augmenter notre autonomie alimentaire. Mais avant cela, il faut décoder ce chiffre de 49%. Oui, on verra que notre autonomie alimentaire est en fait plus élevée que 49% si on tient compte des productions en tribu et des productions dans les jardins de brousse. Et c'est peut-être l'une des pistes à explorer. À l'inverse, on verra que l'autonomie alimentaire de la Nouvelle-Calédonie est plus faible que 49% si on inclut cette fois-ci l'industrie agroalimentaire, les conserves, les produits surgelés. Alors, quelques initiatives de produits locaux transformés existent pourtant. On vous montrera notamment la transformation du manioc, du champ de cannelage jusqu'au rayon surgelé d'un supermarché. Et puis on parlera aussi du sujet épineux des subventions. Oui, en 20 ans, les subventions ont triplé en Nouvelle-Calédonie et on verra que la production agricole marchande, elle, ne progresse pas aussi vite que les subventions. Et au cours de l'émission, on fera une petite pause actu avec ton collègue Samuel Gorouna qui reviendra notamment sur la vente de Valenciennes et les difficultés de vendre une usine qui perd de l'argent. Alors, pour aller au-delà de ces 49% d'autonomie alimentaire, il faut d'abord bien sûr multiplier les exploitations agricoles, mais il n'y aurait pas assez de foncier disponible en Nouvelle-Calédonie. C'est un argument que l'on entend régulièrement, un argument que rejette Sophie Chauchat. Elle est agricultrice à Païta et elle cultive sur terre coutumière. Un reportage de Michel Pimbé. Ils sont là mes petits haricots. Donc ça y est, je vais pouvoir les manger. Voilà, il y en a partout, faut que je coupe. Niché au pied du Mont Mou, ce champ en but de permaculture, c'est le petit coin de paradis de Sophie Chauchat. Il y a 3 ans, elle décide de se lancer dans l'agriculture biologique. Mais les terrains privés sont beaucoup trop chers pour elle, à l'achat comme à la location. Elle se tourne alors vers un GDPL. Pourquoi j'ai choisi de cultiver sur terre coutumière? Déjà, le loyer n'était vraiment pas cher. Je pense que ça m'aurait coûté beaucoup plus cher que je paye maintenant parce que le propriétaire sur terre privée peut mettre n'importe quel prix. Il peut faire son prix. Sur terre coutumière, tu n'as pas de spéculation financière. Donc, on ne peut pas mettre un prix exorbitant. Ça ne peut pas augmenter. Donc, ouf, heureusement pour moi. Donc, parce que l'agriculture, je ne vais pas non plus gagner des milliers et des cents, hein. Ça c'est clair. Donc mieux vaut que j'ai un petit loyer pour pouvoir vivre. L'agricultrice loue ses terres au GDPL pour 40 000 francs par an avec un bail rural de 9 ans renouvelable. La location est donc encadrée juridiquement. Ce petit loyer lui permet de ne pas plomber ses comptes pendant les premières années d'exploitation. Pour l'instant, elle ne dégage pas de bénéfices des paniers de légumes qu'elle vend chaque semaine à 2 000 francs. Pour le GDPL, louer ses terres à Sophie Chauchat, c'est aussi contribuer au développement de l'autonomie alimentaire du pays. Les terres coutumières, on peut développer quelle que soit l'ethnie qu'on a sur le pays, comme on vit en destin commun. Et comme le premier référendum arrivé en septembre 2018, et qu'on ait l'indépendance ou pas, on est là pour développer durablement avec des gens comme ça, qui ont envie de développer le pays en faisant des projets comme ça, de culture bio. Avec une superficie d'environ 500 000 hectares, les terres coutumières représentent la deuxième surface foncière du pays, derrière les terres domaniales. Alors on vient de le voir, on peut cultiver en toute sécurité juridique sur terre coutumière. Laïsa, cela ouvre de nouvelles possibilités ? Oui, la disponibilité du foncier, finalement, c'est un faux problème. Le souci, c'est plutôt la confiance. Alors, ce n'est pas encore entré dans les habitudes, mais des terres coutumières sont disponibles à la location. D'ailleurs, le campus de Bako est construit sur foncier coutumier. Ouais.
Et comme évoqué dans le reportage, pour ce qui est des activités agricoles, la location sur terre coutumière peut être une solution avantageuse, notamment parce que les loyers sont bien moins chers que sur les terrains privés. Alors on a dit au début d'émission que la Calédonie produit la moitié de ce qu'elle achète. Dans le détail, il y a des disparités selon les filières. Quelles sont celles qui se rapprochent de l'autosuffisance? Quelles sont celles qui en sont encore très loin? Réponse en images. La filière miel est celle qui se rapproche le plus de l'autosuffisance, avec une production locale qui représente 96% de nos achats de miel. Parmi les bons élèves, on trouve aussi la viande porcine. Avec 87% de taux de couverture, elle est la filière viande la plus développée du pays. Les légumes frais, hors squash, affichent un taux de couverture de 82%. Et les fruits locaux, quant à eux, représentent 67% de nos achats en fruits. Parmi les moins bons élèves, la viande bovine locale, symbole de la brousse, ne représente que 51% de nos achats de viande bovine. La volaille locale ne pèse que 20% de nos achats de poulet et autres produits de basse-cour. Et tout en bas du tableau, la viande locale de mouton et de chèvre constitue seulement 1% de notre consommation totale de viande ovine et caprine. Voilà pour le détail, ça correspond à ce qu'on trouve en magasin, mais en réalité, Laïsa, on ne trouve pas toujours ce qu'on veut en magasin. Oui, en fait, il faut distinguer les achats et les besoins. Quand on parle d'un taux d'autosuffisance de 100%, ça veut dire qu'on achète 100% local. Mais ça ne veut pas dire que tous les besoins sont satisfaits. Un exemple intéressant est celui des bananes, pour lesquelles on est là aussi à 100% d'autosuffisance. Mais en fait, les importations sont interdites. Donc on n'a pas le choix, on consomme mécaniquement local. Et c'est vrai qu'on est nombreux à chercher les bananes en magasin, mais il n'y en a pas toujours. Oui, on peut parler de pénurie récurrente dans le cas de nombreux fruits et légumes, en particulier la banane. Et c'est surprenant finalement de ne pas trouver de bananes sur les étals quand on voit tous les bananiers qui poussent en Nouvelle-Calédonie. Mais alors, il faut dire que ce chiffre de 49%, il correspond aux produits qui sont commercialisés. Alors, si on convertit en tonnes, il y a 14 747 tonnes de produits agricoles qui ont été commercialisés en 2010, par exemple, si l'on s'en tient aux fruits et légumes. Donc, c'est le poids de ce qui est vendu en magasin, mais ce chiffre ne comptabilise pas tout ce qui est produit en tribu ou en brousse, ce que les gens cultivent pour leur propre consommation. Oui, l'enquête de l'Institut agronomique néo-calédonien, l'IAC, sur l'agriculture en tribu a montré très clairement que dans les tribus, on peut estimer la production en 2010 à 31 000 tonnes, donc la production de fruits et légumes, c'est-à-dire en fait plus du double de la production dite marchande, la production officielle. Alors si on additionne la production commercialisée et la production en tribu, on produit donc 3 fois plus que le chiffre officiel. Donc au final, on est meilleur que les 49% de notre taux de suffisance? Oui, dès lors qu'on tient compte de la production non marchande, on est meilleur que 49% en termes d'autosuffisance. Par exemple, pour les fruits, en 2018, le taux de couverture officiel est de 47%, mais si on inclut la production non marchande, on passe à 73%. C'est bien mieux. Alors ce que ça nous apprend aussi, c'est qu'il est possible de produire beaucoup avec moins de subventions, voire pas du tout, puisque l'agriculture non professionnelle en tribu, elle n'est pas subventionnée. Non, effectivement. Et ça vaut le coup, en effet, de se pencher sur le sujet épineux des subventions. Alors dans le détail, on y va. Allez, c'est parti. Les subventions accordées au secteur agricole professionnel ont triplé sur les 20 dernières années. Dans le même temps, la valeur de la production marchande, elle, n'a fait que doubler. Alors, si on compare les deux, les subventions et la production marchande, on voit que la valeur de notre production agricole marchande, elle a augmenté moins vite que les subventions. Est-ce que pendant cette même période, notre taux de couverture, lui, s'est amélioré? Non. En 20 ans, en fait, la production marchande a certes doublé en valeur, mais les importations aussi ont doublé, grosso modo, de sorte que le taux de couverture, lui, ne varie guère. On tourne autour de 50% d'autosuffisance depuis une vingtaine d'années. Et ça pose des questions sur l'efficacité des subventions qui sont accordées, enfin des subventions, des aides, des différents mécanismes de défiscalisation, parce que c'est l'argent de nos impôts qui est injecté et on est en droit de se demander comment on pourrait faire mieux. Alors on a dit que la production agricole en tribu non professionnelle ne bénéficie pas de subventions, mais comment pourrait-on s'appuyer sur ce modèle pour développer l'autosuffisance du pays? Nous avons posé la question à Séverine Boire, elle est chercheure à l'IAC, l'Institut agronomique néo-calédonien, et elle est aussi co-auteure de l'enquête sur l'agriculture en tribu dont on a parlé tout à l'heure. On l'écoute.
Ce serait à travers des contrats publics et les cantines pour essayer de faire revenir les produits locaux dans les assiettes des enfants à l'école. Ensuite, peut-être de refavoriser le transport de produits agricoles, peut-être réaccompagner les colporteurs pour que justement aller récupérer ces produits qui sont dans les tribus tout en créant des opportunités de vente pour les gens des tribus. Et puis favoriser toujours le développement de ces petits marchés, des systèmes de paniers. Alors, depuis le début de cette émission, on a beaucoup parlé de ce qui se passe dans les champs en amont. Dans un instant, on va se tourner du côté des commerces et de notre portefeuille, mais aussi de nos assiettes. Mais avant cela, Samuel Gorouna nous a rejoint. Tu es enseignant-chercheur en sciences économiques sur le campus de Bako à l'UNC. Bonsoir. Bonsoir. Alors Samuel, tu as choisi 3 informations économiques qui ont retenu ton attention ce mois-ci. On va faire une petite pause actu et on va commencer par la vente de Vale NC. L'entreprise est entrée en discussion exclusive avec une entreprise australienne, New Century Resources. Samuel, comment on voit une entreprise qui perd de l'argent ? C'est vrai que c'est la difficulté parce qu'en général, quand on vend une entreprise, on regarde ce qu'elle vaut et donc sans fonds de commerce d'un côté. Bon, ici, on a la vente du nickel, donc le secteur du nickel est en difficulté. On regarde ses actifs également avec ses bâtiments, ses mines, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les mines valent de l'argent. Voilà, sur l'usine, bon, on a toujours des problèmes techniques. D'un autre côté, on regarde également l'état des finances. Donc, bon, si l'entreprise gagne beaucoup d'argent ou si elle est très endettée. Et pour le coup, pour Vale NC, effectivement, l'entreprise est très, très endettée. Et donc, forcément, la vente va être difficile à négocier. Donc, ce qui intéresse les acheteurs, là, a priori, c'est ni l'usine en elle-même, ni les dettes, forcément, c'est plutôt les mines. C'est ça, c'est un peu la réflexion que beaucoup de gens ont en Calédonie aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a une candidature locale également. C'est que ce qui vaut vraiment pour cette usine-là, mis à part le procédé qui a des difficultés, c'est les mines. Les mines de Goro sont de classe mondiale. Il y avait une mine équivalente au Canada qui a été vendue plusieurs dizaines de milliards. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens. La Sofinor et un Sud-Coréen ont candidaté également, mais il y a beaucoup de discrétion autour du sujet, donc on n'a pas forcément les éléments. Et visiblement, derrière, il y a volonté également de s'opposer à l'export des minerais. Mais pour l'instant, c'est discussion exclusive avec l'Australien. C'est ça. Alors, deuxième information qui a retenu ton attention, Samuel, Ercalin a annoncé une baisse de sa masse salariale de 20% parmi les 480 employés que compte l'entreprise en Nouvelle-Calédonie. C'est l'une des nombreuses conséquences du Covid-19 dont nous avions déjà parlé dans une précédente émission. Oui, c'est vrai que parmi les secteurs qui sont le plus en difficulté, les secteurs qui sont ouverts sur l'extérieur, et notamment le tourisme et le transport qui va avec. C'est le cas d'Air Calédonie International, mais c'est le cas aussi de nombreuses compagnies dans le monde. Air France, on vient d'apprendre, va licencier entre 8 000 et 10 000 personnes. Enfin, en tout cas, on aura entre 8 000 et 10 000 départs, donc espérant que ce ne soit pas forcé. Pareil pour Qantas, on a quelques difficultés aussi et des chiffres annoncés là-dessus. Ces difficultés vont concerner les entreprises, donc locales, ouvertes, mais également ceux qui ne sont moins ouvertes, mais également les gouvernements. Et la Calédonie, aujourd'hui, le gouvernement calédonien a annoncé qu'elle recherche également quelques milliards pour pouvoir boucler ses budgets. Et l'emprunt AFD récemment, donc des 28 milliards dont on a beaucoup parlé, il y a des conditions qui accompagnent cet emprunt-là parce que justement, il y a des difficultés d'une part du côté des dépenses, donc arriver à maîtriser les dépenses, et de l'autre côté, au niveau des recettes, pour arriver à trouver quelques milliards en plus pour pouvoir boucler le budget. Mais c'est ça, parce que l'État nous a prêté ces 28 milliards avec des conditions et maintenant il faut rendre des comptes sur nos finances. C'est pas une subvention, c'est vraiment un prêt à rembourser avec les intérêts. Et donc l'AFD, dans le contrat en question, qui lie pour le prêt, il y a des demandes extrêmement claires sur les masses salariales, à la maîtrise des masses salariales et évidemment une rationalisation des dépenses, et également sur les recettes, d'une part pour le rendement de la TGC, mais également sur ce qui peut être fait sur les dépenses fiscales et niches fiscales. C'est-à-dire que du coup, il y a des exonérations qui sont faites
pour les entreprises, pour les individus sur les impôts, et ben, du coup, là, il y a matière à réflexion. Il y a matière à réflexion, d'autant que les niches fiscales ou les dépenses fiscales sont estimées à plus de 40 milliards, 46 milliards à peu près en Calédonie. Donc là, il y a de la marge pour essayer d'aller trouver de l'argent. Alors on va passer au troisième et dernier titre de cette pause actu. Cette fois, ça se passe en France. C'est le retour des citadins à la campagne, pas pour les vacances, mais pour s'installer en tant qu'agriculteurs. Oui, ça c'est un autre effet du Covid, mais au départ, c'était avant le confinement. C'est vrai que de nombreux Parisiens ont préféré partir à la campagne, un peu prendre la fuite, entre guillemets, parce qu'ils ne voulaient pas être confinés dans un appartement au 10e étage à Paris, sans accès au parc, parce qu'évidemment les parcs étaient interdits, etc. Et donc les gens voulaient partir. Et puis après, il y a une tendance qui est plus récente et qui cette fois semble être un peu plus de fond, où on constate que les gens veulent partir à la campagne aussi avec des projets agricoles. Donc la plupart d'entre eux, dans l'article en question, c'est ce qui est indiqué, la plupart d'entre eux ont un vrai projet agricole. Et ça, c'est une autre conséquence du Covid, dans le sens où on a privilégié des circuits courts, où le bio est encore plus à la mode, etc. Et donc il y a des créneaux qui s'ouvrent. Et les gens veulent du coup s'installer et pourquoi pas produire pour arriver à faire des circuits courts et du coup avoir des exploitations qui vont pouvoir gagner de l'argent. On verra si en Calédonie, des vocations se créent aussi dans les mois à venir. Merci Samuel pour cette sélection actu. On va reprendre le fil de notre émission avec Laïsa. Dans la première partie, on a examiné ce qui se passe dans les champs en amont. Maintenant, on va se tourner vers ce qui se passe en aval, sur les étals, dans les commerces. Dans les rayons, les prix des fruits et légumes sont élevés. L'ISEE indique ainsi que le budget alimentation des Calédoniens, dans notre budget alimentation, le prix des fruits et légumes augmente plus vite que le prix des autres produits alimentaires. Laïsa, tu es de retour. Alors, ces prix qui augmentent plus vite, c'est à cause du coût du travail? C'est quelque chose qu'on entend Pas du tout. Non. Le secteur agricole, en fait, est une exception en Calédonie. C'est le seul secteur à pouvoir appliquer un salaire minimum en dessous du salaire minimum. C'est ce qu'on appelle le SMAG, le salaire minimum agricole. Il s'élève actuellement à un peu plus de 133 000 francs mensuels bruts contre un peu plus de 156 pour les autres secteurs d'activité. Alors dans ce cas, pourquoi les fruits et légumes sont-ils si chers si ce n'est pas le coût du travail? C'est la pénurie qui fait grimper les prix. On le voit par exemple avec le cas emblématique de la salade. En 6 mois, entre septembre 2017, période d'abondance, et mars 2018, période de pénurie, le prix de la salade est multiplié par 3. Et comment on peut expliquer ces pénuries récurrentes? Alors, l'avis qui a été rendu par l'autorité de la concurrence sur l'organisation de la filière fruits et légumes apporte des éléments de réponse, notamment en démontrant que le système de la production locale réduit la concurrence, favorise les ententes entre les gros producteurs et les grossistes et crée des pénuries d'approvisionnement au détriment non seulement des producteurs, les petits, mais également des consommateurs, et tout ça sans pour autant améliorer l'autosuffisance alimentaire du pays. Alors si j'essaye de résumer un peu, les prix sont élevés à cause des pénuries, les pénuries perdurent parce qu'il y a un intérêt à maintenir des prix élevés, c'est ça? C'est un peu le serpent qui se mord la queue, oui, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, un cercle vicieux. Oui. Comment on s'en sort alors, du coup? Dans l'avis dont je parlais juste avant, qui a été rendu par l'autorité de la concurrence, il y a plusieurs solutions qui sont proposées, dont certaines ont déjà commencé à être mises en œuvre par le gouvernement et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, notamment en créant l'agence rurale. Et l'idée générale, c'est tout simplement de rétablir les conditions d'une véritable concurrence dans la filière. Alors comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on met en place pour favoriser cette concurrence? Alors on peut citer 3 ensembles de mesures, elles sont nombreuses, les recommandations de l'autorité de la concurrence, comme d'habitude, et très détaillées. Mais pour faire bref, on peut citer donc trois ensembles de mesures. La première, en fait, consiste à réformer les procédures et les critères d'attribution des subventions, des quotas d'importation, qui à ce jour manquent cruellement de transparence et d'impartialité. Et l'idée, c'est également d'exiger des contreparties à chaque fois que des aides sont accordées. Donc, ce qu'on a dit précédemment sur l'ensemble des prix en Calédonie est valable aussi pour la filière fruits et légumes.
Le deuxième ensemble de mesures consiste en fait à aider les petits producteurs à se regrouper dans des organisations professionnelles et à diversifier leurs débouchés, soit par la vente directe, soit par la vente directe, soit aux consommateurs, soit aux transformateurs, soit aux restaurateurs, ou les trois, pourquoi pas. Et l'idée, c'est de les accompagner dans ces démarches-là. Et enfin, le troisième ensemble de mesures consiste en fait à évaluer au fur et à mesure, de façon sérieuse et objective, l'efficacité des aides accordées, ce qui suppose de disposer de données objectives. Et à cet égard, l'Agence rurale, la Chambre d'agriculture, l'Institut agronomique néo-calédonien pourraient travailler de concert pour mettre en place un observatoire des ruralités de façon à ce qu'on dispose en continu d'informations pour suivre l'efficacité des politiques publiques. Alors jusqu'ici, on parle de produits agricoles bruts, mais l'autosuffisance, ce sont aussi des produits locaux transformés, comme des conserves, des compotes, des produits surgelés. Regardez cet exemple à Canala avec ce reportage de Vanessa Kédé et Michel Pimbay. Récolté la veille dans le champ de Pierrette, dans la tribu de Nanwé, ces 58 kilos de manioc vont être transformés en produits surgelés ici à Canala. L'association Wakecha achète sa matière première aux petits producteurs de toute la région centre, quels que soient les volumes. Une fois pesés, puis épluchés, les légumes sont désinfectés et surgelés avant d'être conditionnés en sachets de 5 kilos. On met tous les produits qu'on a fait là, dans la salle. Puis là, c'est pour les commandes de l'internat, du collège ou au Sweetie quand il vient chercher tous les 15 jours. Il y a les poches de 5 kg, il y a les poches de 1 kg. Toutes les 2 semaines depuis 2016, l'entreprise Sweetie collabore avec cette association. Il vient en effet récupérer les légumes surgelés. Ils seront reconditionnés dans son usine de Païta avant d'être vendus sous sa propre marque mise en place depuis 2013. Alors quand les sacs ils arrivent en 5 kg, c'est reconditionné après en sac de 1 kg suivant la demande et en chambre positive. La personne elle récupère les 5 kg, elle l'ouvre en chambre positive. Après elle pèse des sacs de 1 kg, elle met sur la machine pour sceller. Elle remet en carton 5 poches de 1 kg dans le carton et après elle remet ça en chambre négative. Et après ça part dans nos commerces. Igname, patates douces, manioc surgelé, etc. connaissent une forte demande de la part des consommateurs calédoniens, mais l'approvisionnement au niveau des agriculteurs serait problématique selon cette responsable commerciale. Première difficulté qui me vient à l'esprit, c'est la difficulté d'approvisionnement. De toute façon, on n'a pas les légumes qu'on voudrait au moment où on voudrait, parce que la vente, on l'a, le besoin, on l'a, la distribution, le réseau de distribution, on l'a aussi. Notre gros souci, c'est l'approvisionnement. On ne trouve pas de légumes à transformer. Chaque année, l'entreprise commercialise environ 50 tonnes de produits locaux, mais il en faudrait 9 fois plus pour répondre à la demande du marché potentiel. Alors on voit l'intérêt de produire des patates douces surgelées par exemple, on voit qu'il y a un potentiel, pour autant on ne pourra pas tout produire localement. Oui, non, le cassoulet 100% local, on peut oublier, effectivement. Et de façon plus générale, il faut nuancer la notion d'autonomie. Déjà parce qu'aucun pays n'est complètement autosuffisant. Alors à quelques exceptions près, généralement des grands pays tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, plutôt les États-Unis d'ailleurs, qui sont des pays immenses avec une variété de climats qui permet une variété de production également. Mais en fait, pour revenir au pays, qui dit production locale dit parfois importation de semences. Il faut tenir compte aussi des importations énergétiques, de l'importation des machines. Autrement dit, pour améliorer l'autonomie dans une certaine mesure, il faut continuer à importer. Donc, au final, il vaut mieux choisir quelques filières sur lesquelles on choisit d'être autonome, des filières stratégiques, j'imagine. Oui, c'est ça, il faut cibler des filières stratégiques. Et peut-être que le point important, c'est que l'aspect stratégique ne se définit pas uniquement en termes économiques ou en termes d'emploi, même si bien sûr ce sont des aspects importants. L'alimentation, c'est aussi un enjeu de santé publique, avec un coût nutritionnel dont il faut tenir compte, un coût qualité, un coût social également et évidemment un coût environnemental. Merci Laïsa pour ces explications. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez prochainement revoir cette émission sur notre site internet www.caledonia.nc. Vous pourrez aussi y consulter toutes les études et les documents que nous avons cités dans cette émission. Bonne soirée sur Calédonia.
Merci.